Il y a une volonté de rendre la France attractive. Est-ce que vous partagez ce souhait ? Je crois que tout le monde partage ce souhait de rendre la France plus attractive. C'est vrai qu'en plus, les investissements étrangers ont chuté lourdement l'an dernier, moins 77%, c'est absolument colossal. Mais je pense que ça sera surtout un grand exercice de blabla. Voilà, une grande réunion, comme on sait en faire en France, d'ailleurs. L'image de marque, le symbolique, c'est important. Oui, sous la droite que sous la gauche, mais les vrais fondamentaux ne sont pas là. C'est-à-dire que qui va s'intéresser à la situation de la compétitivité française ? Parce que si la France n'est pas attractive, c'est qu'elle n'est pas compétitive. Or, le principal frein aujourd'hui à la compétitivité française, c'est l'euro cher. C'est l'euro cher qui nous empêche d'être compétitifs et que personne en France, en tout cas dans la petite caste, ne veut ouvrir en tant que débat parce que c'est une vache sacrée. Voilà, c'est une vache sacrée. Vous savez que dans les sondages, par exemple, même ceux qui considèrent que le Front National est intéressant sur l'euro, par exemple, la sortie de l'euro, la préférence nationale, au fond, c'est les deux mesures phares de votre programme économique, mais les Français n'y croient pas. Ce ne sont pas d'abord les deux mesures phares, il y a beaucoup d'autres choses. Historiquement, c'est les deux mesures phares. Il y a le protectionnisme intelligent, il y a le patriotisme économique pour les PME, pour les PMI. Mais comment vous expliquez que ce que vous proposez ne concerne pas les gens, même s'ils se sentent prêts à voter pour vous ? Je peux vous dire que ça les concerne, parce que quand ils ont vu l'impact de l'euro dans leur porte-monnaie et sur les délocalisations, ça les concerne dans leur vie de tous les jours, en termes de chômage, en termes de pouvoir d'achat. Et ça progresse. Le nombre de Français qui veulent mettre fin à l'euro progresse mois après mois, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de débat en France. C'est comme sur la Constitution européenne. Tant qu'il n'y avait pas de débat, le oui était à 65%, il survolait dans les sondages. Dès qu'il y a eu un débat, eh bien le non l'a emporté, ça a fini avec un non à 55%. Mais pour rendre la France plus attractive, vous savez, il faut 92, c'était le oui, enfin il y a eu des changements. 2005. Oui, vous me parlez de 2005. Oui. Moi, je dis, en 92, ça a été oui, une fois ils ont dit oui, une fois ils ont dit non. Oui, ensuite les gens ont vu le résultat. C'est-à-dire, le dernier résultat est quand même, le dernier référendum a plus de valeur que le précédent 13 ans avant. Mais c'est vrai que pour rendre la France plus attractive aussi, il faut faire en sorte que nous ayons des dirigeants qui soient de vrais dirigeants, pas de petits valets. Pas des valets de Bruxelles, pas des valets de Berlin, pas des valets de Washington. Parce qu'il est évident qu'on ne définit pas un cap et une stratégie pour un pays quand on n'a pas les manettes. Or, les dirigeants actuels, comme les précédents, comme Nicolas Sarkozy, n'ont plus les manettes parce qu'ils ont décidé de transférer la souveraineté et la liberté du peuple français à des gens non élus et à des puissances étrangères. Et à partir de là, notre pays ne peut pas être attractif, surtout quand il cultive la haine de soi. Et la caste en France cultive la haine de soi, la haine de son propre pays. On se retrouve, on parle justement de ce passage, ce passage à la sortie de l'euro. Vous savez qu'il va falloir convaincre nos partenaires européens. Ça va être compliqué, parce que vous l'expliquez vous-même. Il y aura une période où on va essayer de les convaincre, et vous parlez même d'un référendum. Les convaincre, c'est impossible dans l'état actuel de ceux que nous avons. Alors, vous avez peut-être des partenaires rêvés, mais les partenaires d'aujourd'hui, vous êtes conscients. Attendez. Il n'y en a aucun qui veut revenir en arrière. Attendez, les choses bougent à une vitesse inouïe. Mais vous avez entendu ça en Allemagne ? Nulle part. En Allemagne, vous avez un parti anti-euro, l'alternative für Deutschland qui s'est créée il y a 6 mois, qui est déjà à 8% d'intention de vote dans les européennes, qui aura des élus. Il n'est pas au pouvoir. Mais vous savez, l'Allemagne, à la limite, l'Allemagne est le cas à part, parce que c'est le seul pays pour qui l'euro est adapté. Et vous allez faire sans l'Allemagne, c'est la tradition européenne. Non, l'Allemagne franco-allemande renversée définitivement par le Front National. Moi, ce que je vois en Allemagne, c'est que Mme Merkel défend les intérêts de l'Allemagne. Très bien, tant mieux pour elle. Sauf que ce sont des intérêts contradictoires avec ceux de la France. Ce que je demande, c'est que les dirigeants français défendent les intérêts de la France, ce qu'ils ne font plus. Exactement le contraire, pense Alexandre Adler, par exemple. C'est-à-dire qu'il considère que Mme Merkel est la Churchill de l'Europe. Non, mais vous n'avez pas forcément raison, on est en train de discuter. Non, mais oui, très bien. C'est pas le plus mauvais connaisseur de la politique étrangère. Alexandre Adler, il a qu'à faire de la politique, il défendra ses idées. Mais moi, je vous dis comme très bien, ça alimente le débat. Comme beaucoup, je pense que Mme Merkel défend les intérêts de l'Allemagne, notamment avec l'euro fort qui est adapté à l'industrie allemande, aux exportations allemandes. Mais ce n'est pas les intérêts de la France, ni les intérêts de l'Italie, de l'Espagne. Et on doit discuter avec ces pays-là. Donc ça sert à rien ce qui se passe ce matin. Je pense honnêtement que ça ne servira pas à grand-chose. En plus, du point de vue de la forme, recevoir les grands patrons de multinationales, c'est un drôle de signal qui est envoyé. Je veux dire, ce qui crée de l'emploi en France, d'abord et avant tout, ce qui rend le site France attractif, ce sont nos PME. C'est notre tissu de petites entreprises. Ce ne sont pas ces grandes multinationales, ces grandes banques qui sont aujourd'hui l'avenir de la France, parce qu'on sait bien que souvent, ces sites-là sont amenés à délocaliser dans des pays à moindre coût. Est-ce que vous êtes, par exemple, pour l'exploitation du gaz de schiste ? Est-ce qu'on parle d'économie ?
Non, on est pour, en tout cas, on ne veut pas de sectarisme sur ce sujet-là, pas de talibanisme vert sur ce sujet-là. Donc vous étudieriez? Il faut étudier, mais précisément, et si on trouve des modes d'extraction, d'exploitation qui sont moins dangereux pour l'environnement, moins problématiques, alors il ne faut pas se gêner. Évidemment, il ne faut pas que la France soit à rebours du progrès. Le gouvernement actuel, c'est des questions précises, le gouvernement actuel cherche 50 milliards d'économies d'ici le printemps. Vous êtes pour la défense, j'ai lu attentivement votre programme, des petits salaires, 11 milliards au minimum, c'était en tout cas les chiffres que vous donniez dans le programme du Front National, plus la défense des retraites. Est-ce que vous êtes pour le gel, par exemple, de l'indice de la fonction publique? Non. Non seulement maintenant on parle du gel du point d'indice, mais on veut geler l'avancement en plus. C'est-à-dire l'avancement de la carrière des fonctionnaires. Et on a écrit une lettre en disant que non. Oui, attendez, ça voudrait dire quoi? Mais il faut bien les trouver, ces 50 milliards, dans leur logique. Donc mais ça voudrait dire... Je ne comprends pas dans votre cas, c'est que vous voulez tout défendre, alors que les autres sont en train de chercher des économies. On n'est pas dans le même paradigme. Ça signifierait l'effondrement rapide et massif du pouvoir d'achat de la fonction publique. Moi, j'alerte sur le gel possible de l'avancement vraiment dans la fonction publique, parce qu'avec en parallèle la baisse des salaires réels dans le privé, c'est un effondrement rapide du pouvoir d'achat. D'autres pays ont connu ça avant nous, ils sont dans la zone euro. C'est la Grèce, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, c'est une masse considérable pour l'État. Donc quand l'État cherche 50 milliards, je vais vous dire, donc nous on ne fait pas d'économie, on augmente tout le monde, on conforte les retraites et on ferme les frontières. Oui, alors ça c'est pas du tout caricatural. Non. Très bien, donc je vais reprendre les choses dans l'ordre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on gère la pénurie. Évidemment, on est à 0% de croissance. Ah si, on a fait 0,3 en 2013, on nous demande d'applaudir, mais c'est absolument nul. C'est la croissance la plus mauvaise du monde et c'est celle de la zone euro. Il faut changer de paradigme, passer d'une gestion de la pénurie à une relance de la croissance, de la création de valeur en France, parce que sinon on s'en sortira pas. Ça va toujours fuir de toutes parts et on essaiera avec un petit marteau, le marteau fiscal souvent, on augmente les impôts, on baisse les prestations sociales, on augmente la TVA, la CSG qui va augmenter pour les salariés et pour les retraités, c'est écrit dans le rapport Gallois, et on ne s'en sort pas et on effondre les salaires, on effondre le modèle social et en réalité on effondre l'économie et on fait augmenter la dette. Ça c'est leur mauvaise logique, c'est la logique UMPS sous impulsion européenne. Nous nous disons recréons de la croissance et donc changeons de modèle économique. À partir de là, c'est quand on crée de la croissance par le protectionnisme intelligent face à la concurrence déloyale, par une monnaie nationale plus adaptée, qu'on pourra, si vous voulez, relancer la machine. France est là, puisqu'on parle de compétitivité française. Et là, à partir de là, on pourra sauver le modèle social. Comment fait-elle la Banque de France pour s'affranchir des traités européens? Excusez-moi, je voudrais quand même rappeler une chose très simple qu'on oublie en France. 95% des pays du monde ont une monnaie nationale. C'est nous qui sommes dans l'anomalie aujourd'hui. L'anomalie, c'est la zone euro. Vous faites quoi alors? Donc vous arrivez au pouvoir, vous faites un référendum, la Banque de France fait un bras d'honneur aux traités qui ont été signés depuis des années. On est obligé de faire un bras d'honneur au traité. Un traité, vous savez, ça se dénonce. Un traité, ça se renégocie ou ça se dénonce. C'est même le général de Gaulle qui disait les traités sont faits pour être dénoncés. Vous voyez, donc à partir de là, on peut agir quand même. On n'est pas un pays totalement prisonnier. On est encore en démocratie où le peuple français n'a plus qu'un seul chemin borné avec des barbelés autour. Non, il a le droit de dire nous on veut changer de chemin parce que ça ne marche pas. Si encore ça marchait, je me dirais on s'est trompé. Je ferai amende honorable. Mais ça ne marche pas. La zone euro, c'est la zone qui fait le moins de croissance dans le monde depuis 10 ans et qui a le plus de chômage et d'inégalité. Alors on dit voilà, une monnaie nationale comme 95% des pays du monde est plus adaptée que cet euro qui nous tire vers le bas. Et si on ne fait pas cela, eh bien l'euro nous explosera au visage et là on ne sera pas prêt et là ce sera un drame plus important. Sincèrement, Florian Philippot, que les 35 patrons qui voient François Hollande ce matin peuvent regarder le programme du Front National avec un intérêt en termes d'investissement pour eux? On ferme les frontières, on modifie les traités internationaux et ces 35 patrons, je termine parce que je vous ai laissé parler tranquillement, ces 35 patrons, ils se plaignent déjà de l'instabilité sociale, de l'instabilité fiscale en France et alors vous leur annoncez la sortie de l'euro, c'est la panique. Non, mais il y a des très grands patrons là-dedans, américains ou autres, qui n'auront aucun intérêt à notre programme économique. Mais vous en faites quoi de ces entreprises? Non, mais ne pensez pas que ces dirigeants de multinationales sont là pour défendre les intérêts des Français. Ils sont là pour défendre leur cash flow, pour défendre leur chiffre d'affaires, pour défendre leur marge à eux, grandes multinationales. D'accord, je veux bien vous conseiller, je veux bien que entendre ce point de vue, mais c'est eux qui fabriquent les emplois. Non, c'est pas l'État. Aujourd'hui, c'est pas eux qui fabriquent les emplois, ce sont les petites entreprises. Oui, les grandes et les petites. Il y a sûrement de grandes entreprises qui sont dans une démarche plus vertueuse, notamment parce que ce sont de grandes entreprises françaises. Est-ce qu'il y a un grand patron du CAC 40 qui est au Front National, qui a encore un site de production en France?
Et je pense que ces entreprises-là aussi préfèrent avoir un marché où il y a moins de chômage, où il y a moins d'inégalités, parce que c'est un marché plus intéressant. Donc vous voyez que c'est gagnant-gagnant. Notre politique, elle vise à redonner de l'emploi, à recréer de l'industrialisation et de l'industrie en France. Et non, nous n'avons pas de grand patron du CAC 40 au Front National. C'est plutôt bon signe. Nous n'avons pas non plus les faveurs du MEDEF. C'est plutôt bon signe parce que quand on voit... Mais vous allez vous affranchir du patronat. Non, ça c'est le grand patronat. Quand on voit ce qu'a fait le MEDEF contre l'économie française depuis des années, simplement dans l'intérêt de quelques grands actionnaires, on se dit qu'on est très heureux de ne pas être de leur côté. On laisse ça à l'UMP au Parti Socialiste. La mondialisation aujourd'hui, c'est un peu la renaissance d'il y a maintenant des siècles. Il y a quand même des progrès techniques. Non, mais je suis pas sûr que ça laissera la même trace dans les livres d'histoire. Non, peut-être pas la même trace culturelle, mais en tout cas, la révolution économique, technologique, tout ça joue un rôle. Non, mais tout ça joue un rôle. Le progrès technique, c'est une chose et c'est très bien. Ce matin, par exemple, dans Libération, il y a Patrick Artus, qui est un grand économiste, qui considère que justement, je reprends votre réquisitoire, il considère que les salariés français entre 30 et 50 ans dans les classements de l'OCDE sont très mal formés. Il met ça bien avant la fiscalité comme l'un des exemples de la non-attractivité de la France. Je crois qu'il ne faut pas confondre. Internet, c'est très bien, les voyages, c'est très bien, et tout cela, c'est formidable. Mais ça ne doit pas être confondu avec un système. La mondialisation, c'est aussi une idéologie, ou le mondialisme. Une idéologie où on veut un consommateur indifférencié, un monde sans aucune frontière, un monde sans démocratie, parce qu'au final, dans ce monde-là où ce sont les technocrates qui décident, sous impulsion des actionnaires et des lobbies, il n'y a plus de démocratie. Il y a une vraie différence entre la mondialisation... Elle n'est pas heureuse, cette mondialisation, pour les Français. C'est un autre sujet. Non, mais elle n'est pas heureuse pour les Français. Donc il faut la réguler. C'est une tradition de l'Europe. Magellan, Vasco da Gama, Christophe Colomb et maintenant Total et les autres. Mais ne confondez pas Laurence Parisot et Pierre Gattaz avec Christophe Colomb et Vasco da Gama. Mais c'est le même principe. Ils allaient chercher de la croissance. On a transformé ça. Je ne suis pas sur Radio Classique. Je crois que là, on tombe dans le ridicule. On ne va pas confondre Vasco da Gama avec Laurence Parisot. Excusez-moi. Il y en a un qui a été un bienfaiteur de l'humanité. L'autre, je ne veux pas juger son action, mais je veux dire, elle ne défend pas les intérêts de l'humanité et du peuple français. On peut se mettre d'accord ensemble pour considérer qu'ils allaient chercher quoi? De la prospérité économique pour leur époque. Il y avait un découvreur et l'autre qui va chercher les intérêts des grands actionnaires. Mais le motif de tous ces explorateurs, c'était l'argent. Pourquoi ça ne continuerait pas aujourd'hui? Non, je crois qu'il faut changer de parallèle parce qu'il n'a pas beaucoup de sens. Moi, je dis, nous avons aujourd'hui... qui vous gêne, vous voudriez revenir à un monde bien fermé, 1000 km sur 1000 km. Je crois que personne n'acceptera votre comparaison. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Mais aujourd'hui, nous avons un système économique qui produit de l'inégalité. La mondialisation, c'est faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Les esclaves, ils sont en Europe de l'Est, ils sont en Chine, ils sont dans ces pays-là pour vendre à des chômeurs qui sont en France. Alors aujourd'hui, on se réarme face à la mondialisation. Il ne s'agit pas de tourner le dos, il ne s'agit pas de revenir à l'âge des cavernes. Ça, c'est la caricature. On fait comme beaucoup de pays dans le monde, on se réarme par des frontières, par une monnaie, par le patriotisme économique. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Encore une fois, si votre système à la Vasco da Gama, il marchait... C'est pas un système, c'est une réflexion. Eh bien, on se dirait qu'on s'est trompé. Je n'ai pas la prétention mais ne marche pas. Est-ce que vous considérez qu'Arnaud Montebourg sert à quelque chose? Vincent Placé pense le contraire. Eh bien, je suis d'accord avec Jean-Vincent Placé. Je pense que c'est un ministre inutile, dans un gouvernement d'ailleurs globalement inutile, parce qu'il témoigne, il est la démonstration de ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui n'a pas les manettes, c'est juste un velléitaire. Alors il nous dit, voilà, moi je veux faire la démondialisation, je veux faire le protectionnisme. C'est ce qu'il disait du temps de la campagne interne du Parti Socialiste. Et quand il arrive au pouvoir, eh bien, comme les autres, il s'incline devant les commissaires européens et devant les traités européens. Et c'est là le drame. Et c'est pour ça qu'il a dû trahir à Florange et dans beaucoup de sites industriels parce qu'il n'a pas les manettes. Et je pense qu'il le sait d'ailleurs au plus profond de lui-même. Il ferait bien d'écouter les économistes qui parlent et les prix Nobel qui parlent, comme nous en matière d'économie. Merci beaucoup Florian Philippot. Je rappelle que vous êtes le numéro 2 du Front National.